d'abord. Donc, bienvenue en cette Journée internationale du droit des femmes. Je vais introduire ma collègue Claire Sarrazin qui va animer cette discussion-là aujourd'hui sur l'importance du logement social pour les femmes et le droit des femmes au logement social. Donc, Claire, la parole est à toi. Merci, David. Merci. Oui, en fait, il fallait choisir un sujet pour cette journée du droit des femmes et je vais maintenant mettre mon chapeau de porteur de projet moi-même qui sera de porter un projet de logements sociaux pour des femmes un peu à la manière de MAP. On s'en est inspiré d'ailleurs. Merci Liliane d'être là. Mère avec pouvoir. Je passe à la suite. Donc, j'ai décidé de voir comme thème le logement comme un droit, mais aussi comme une solution à la vie des femmes de meilleure qualité puis à l'autonomie financière. Et une balado m'a largement inspirée qui a été faite par la FROM et qui Martine Boyer qui est là, que vous entendrez tantôt, et qui traitait spécifiquement de pourquoi il fallait investir massivement dans le logement social pour les femmes. Et donc, on vous mettra le lien de cette balado dans le chat et de cette façon, vous pourrez aller en entendre plus sur le sujet. C'est vraiment très bien détaillé, très bien expliqué avec des chiffres et tout. Donc, Martine Boyer, qui a généreusement accepté d'être là aujourd'hui, est responsable des communications et de la vie associative à la FROM. Je vais la laisser vous expliquer ce qu'est la FROM tantôt. Elle est détentrice d'une formation en journalisme écrit et en médias sociaux numériques dans les organisations. Elle a travaillé pour des médias régionaux ainsi que des organismes paramunicipaux, municipaux et communautaires. Les luttes sociales, le droit, la participation citoyenne et l'autonomisation des personnes sont des sujets qui l'intéressent particulièrement. Donc, je vais vous présenter aussi Karine Lucier qui va être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, je les laisserai parler de leur organisme respectif. Donc, Karine, elle est coordonnatrice du groupe Action Solutions Pauvreté. Elle a débuté sa carrière comme intervenante auprès des jeunes et des adolescents, puis elle a décidé de changer de domaine pour aller vers le service à la clientèle où elle a accumulé 15 ans d'expérience. Elle s'est ensuite spécialisée en administration et a travaillé quelques années dans ce domaine pour réaliser que le côté humain lui manquait. Et c'est là qu'elle est arrivée il y a environ 2 ans au GASP et je pense qu'elle s'y épanouit. Son leadership, sa détermination, son désir de vouloir changer les choses l'anime. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Martine qui vous expliquera ce qu'est la FROM et ce qu'elle peut faire pour nous, en fait. Bien, bonjour. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Martine. Vous excuserez ma petite voix nasillarde, là, je suis contrainte par un petit rhume aujourd'hui. Mais la FROM, on va toujours dire la FROM parce que c'est vraiment très long, là. C'est la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. D'abord, je vois qu'il y a des gens là, d'un peu partout. Sachez qu'il y a une organisation comme la mienne, une fédération, dans chaque région administrative. Des fois, comme c'est le cas là aujourd'hui pour la mienne, il y a des régions administratives qui sont combinées. Donc, moi, je couvre la Montérégie, l'Estrie. Grosso modo, on aide jusqu'à date-ci 125 membres, presque une quarantaine en Estrie, la balance en Montérégie. Pourquoi? Bon, parce qu'en Montérégie, on est parti depuis plus longtemps, puis notre bureau, notre siège social est en Montérégie. C'est un immense territoire, là, donc vous comprenez que ça prend du temps petit à petit à avoir des membres. Qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? En fait, un OSBL d'habitation, premièrement, c'est un organisme communautaire d'habitation, c'est-à-dire que c'est géré par un conseil d'administration. Donc, c'est souvent une idée qui émerge d'une communauté, d'un besoin. Une école qui se dévitalise, une nouvelle entreprise où il manque des employés. C'est vraiment quelque chose qui émerge. C'est ça le lien là, que je faisais avec la communauté ici. Puis pourquoi j'ai décidé là, de participer. Nous, ce qu'on fait, on fait plusieurs choses. D'abord, on représente auprès du gouvernement. On aide à ce que les OSBL puissent faire des achats collectifs là,
soit de services, soit de biens, qui puissent se parler aussi, là, qu'il y ait des communautés de pratiques entre eux. Puis, on aide avec des services, soit en immobilier, en administration, à la vie démocratique, c'est-à-dire que les OSBL, surtout les plus petits là, qui sont dans les campagnes davantage, c'est des bénévoles, fait qu'ils sont débordés, ils n'ont pas nécessairement d'employés gestionnaires sur place. Bien, ils vont nous demander, ils vont lever la main, ils vont voir un flag, puis ils vont nous dire, bon, là, on est un peu épuisés, les gestions de priorité, pouvez-vous nous aider? Aider comment? Animer un conseil d'administration, trouver d'autres administrateurs, aider juste à la collecte des baux, aider à la liste, comment qu'on établit qui va venir rester dans notre habitation. C'est ce type de choses-là qu'on fait grosso modo. Je vais m'arrêter ici, puis vous allez pouvoir poser des questions le plus amplement par la suite. Merci, Martine. À toi, Karine. Oui, bonjour. Donc, Karine Lucier, coordonnatrice du groupe Action Solutions Pauvreté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une table de concertation, en fait. Qu'est-ce que ça fait une table de concertation? Moi-même, ça m'a pris au moins 1 an à comprendre parce que c'est quand même assez complexe. Mais pour bien vulgariser, en fait, c'est des directions d'organismes communautaires qui s'assoient ensemble, qui se concertent avec le milieu pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les enjeux, comment on peut travailler ensemble. On travaille vraiment au niveau intersectoriel, donc c'est-à-dire avec les organismes communautaires, avec la ville, avec les députés provinciaux, fédéraux. On travaille vraiment avec l'OMA, justement, avec le CIUS. On travaille avec le privé aussi. Donc, ce qui fait notre force, c'est que on a vraiment une vue d'ensemble sur absolument tout. On est environ une 50aine de membres d'organismes communautaires et intersectoriels là, en Haute-Yamaska. Puis c'est ça, en fait, là. C'est sûr que là, aujourd'hui, j'ai mon chapeau au niveau du logement, mais le GASP sont un de ses plus gros dossiers, c'est l'itinérance, donc qui est relié effectivement là, avec l'itinérance, la sécurité alimentaire et puis le logement, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement vaste ce que le GASP peut faire, mais entre autres, avec l'AIR, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est, étant donné tous les membres et l'intersectorialité auxquels on touche, ben en fait, pour nous, d'aider à apporter des contacts aux gens qui veulent connaître le milieu, qui veulent comprendre le rouage du communautaire, de savoir qu'est-ce qui existe déjà pour ne pas dédoubler certains services. Fait que c'est vraiment la mise en contact de personnes, là, de personnes responsables. Pardon? Ah, OK. C'est bon. OK. Voilà, donc c'est ça. Fait que, nous, moi, je prends tous les enjeux que j'entends avec les membres quand on s'assoit. Après ça, moi, je vais porter ça sur des tables régionales, des tables nationales. Après ça, on se rassemble aussi des comités ensemble pour aller porter au niveau gouvernemental nos recommandations sur certains dossiers. Donc, on travaille avec le FRAPRU, entre autres, qui est spécialisé là, au niveau du logement. Donc, on travaille avec plein d'autres dans le fond, là, d'autres réseaux. Fait que, ensemble, on peut être jusqu'à 7, 8, 900 membres là, qui vont porter des recommandations au niveau gouvernemental. Fait que je vais m'arrêter là, moi aussi, parce qu'on fait tellement de choses qu'on pourrait passer la journée ici, mais tout à l'heure, là, plus spécifiquement sur le logement, je pourrais répondre à vos questions. J'ai entendu lors de la balado dont je parlais tout à l'heure un terme qui m'a vraiment questionné. Puis comme on est là pour le droit des femmes aujourd'hui, j'aimerais vous entendre sur l'itinérance cachée. Bien, l'itinérance cachée, probablement que Karine, sur le terrain, t'en es témoin. Ce qu'on veut dire quand on parle de ça, essentiellement, c'est le fait que les femmes vont essayer à tout prix d'éviter la rue. Donc, ils vont se promener d'un sofa à l'autre chez les gens ou vont vivre une contrainte puis vont décider de rester dans un appartement avec des colocataires qui n'aiment pas, qui sont contre leurs intérêts, qui sont toxiques un peu, de venir avec un conjoint violent, par exemple, parce que, bon, ça prend une stabilité résidentielle pour les enfants, pour le milieu, pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est vraiment un phénomène où les chiffres qu'on a en itinérance sont épouvantables, mais il faut les mettre plus haut, là, parce que les décomptes s'attardent aux gens dans la rue, mais ce n'est pas la réalité. Ah oui, exactement. Hein. Puis c'est ça, justement, je travaille en itinérance, donc mon plus gros dossier est là. Puis on voit là, l'itinérance. Les gens disent « Ah, il y en a beaucoup plus qu'avant. » Oui,
mais elle est beaucoup plus visible maintenant parce qu'il y a moins de logements, parce qu'il y a encore moins d'endroits adaptés, il y a moins de ressources, donc on va voir plus. Et généralement, ben, les femmes sont peut-être plus portées à demander de l'aide instinctivement, donc d'essayer d'aller vers des ressources qui sont présentement pleines, ce qui fait qu'on voit de plus en plus de femmes à la rue. Et tu sais, moi, je peux dire ici à Granby, tu sais, on peut pas, comme tu dis, Martine, on peut pas compter, hein, parce que justement, on sait pas nécessairement tous où ils sont, mais tu sais, on a vu depuis 2-3 ans une grosse augmentation des femmes et des femmes âgées aussi. Donc, personne ne mérite d'être à la rue, mais c'est difficile à voir une dame de 86 ans qui dort dehors. Puis c'est ça, fait que personne ne le mérite, là, mais on voit encore plus là, de personnes âgées parce que ben, ils n'arrivent plus à payer hein, avec leur rente ou avec le peu de sous qu'ils ont dans des résidences et des loyers. Donc, ça, c'est assez désastreux. Là. C'est ce qu'on en fait le constat, qu'on tape beaucoup sur ce clou-là. Puis, tu sais, comme Martine a dit aussi, au niveau de la violence faite aux femmes, au niveau de la perte d'autonomie qu'ils ont, puis de l'estime et tout ça, parce qu'ils n'ont pas le choix de rester dans des situations qui sont épouvantables. Là aussi, on travaille fort. Comment on fait pour faire valoir le droit au logement décent, aux logements sociaux, aux logements assez grands, aux logements qui ne sont pas insalubres? Comment on fait pour faire respecter ce droit-là? Bien, ça dépend d'où on part, je pense, parce qu'on peut partir du fait que c'est inscrit dans les chartes, c'est inscrit dans les lois que le Canada, que le Québec a signées ou desquelles sont partenaires. Donc, il y a un engagement moral. C'est un engagement qui est global, là, parce qu'au sens où c'est censé aussi être, justement, comme vous le dites, c'est pas juste un toit décent, mais c'est un toit dont on a la capacité de payer. C'est un toit qui est de qualité, qui n'est pas insalubre. C'est un toit qui est de la bonne grandeur, en effet, pour accompagner les gens de la famille. Donc, il y a d'abord une prise qui peut être judiciaire dans un sens ou en tout cas émotive auprès des gouvernements. Ça, c'est la prise sur laquelle on peut travailler, nous autres, à la FROM. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'organismes en défense de droits qui travaillent là-dessus parce que oui, c'est un droit, mais s'il n'y a pas de logement, il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, où on peut aller travailler, sur quel autre, tu sais, pas dossier, mais tu sais, côté de la médaille. Tu sais, ici, à Granby, bon, c'est pas flatteur, là, il y a d'autres trucs qui sont super géniaux, mais tu sais, on est une des villes au Québec avec le taux d'inoccupation le plus épouvantable, c'est 0,01. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Fait aussitôt qu'il y en a un, ben écoutez, les gens, ils se battent, puis tu sais, les propriétaires, bon, je vais surprendre personne ici, mais tu sais, de payer 50 $ juste pour avoir réservé sa visite, il y a des choses épouvantables comme ça qui, au niveau de la loi, il n'y en a pas de loi. Fait que tu sais, c'est difficile un peu de restreindre ça. Fait qu'en même temps, comment nous, on peut travailler s'il n'y a pas de logement? Puis ça, c'est une grosse machine gouvernementale. Donc, on n'a pas l'emprise qu'on a là-dessus. Mon Dieu, on n'a pas de levier, là. Donc, où on va travailler, c'est plus dans la sensibilisation et la conscientisation des gens et des femmes de dire, ben cette année, tu ne l'aimais pas beaucoup, ton logement, garde-les pareil, même si ton voisin te tape ses nerfs parce qu'il n'y en a pas, ou justement, ben regarde, il n'y a personne qui mérite de rester dans une situation de violence. À ce moment-là, voici quelles sont tes options. Parce que, tu sais, travailler, c'est ça, au niveau du logement, il n'y en a pas. Fait que, on va essayer d'aller chercher une autre façon de travailler avec eux. J'aimerais savoir, parmi les gens qui sont présents, en levant la main, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'intention d'être porteurs de projets au niveau logement dans vos régions respectives ou qui en côtoyez peut-être des porteurs de projets? OK. Hein? On voit que ce n'est pas des dossiers simples non plus, là. Maintenant, j'aimerais ça que vous nous parliez, Martine et ou Karine. Je reprends mon chapeau de porteur de projet. Ça m'a beaucoup aidé d'aller rencontrer virtuellement Karine, qui
qui s'occupe de la table de concertation logement, mais j'aimerais que vous puissiez informer chacune à votre façon quels sont les avantages pour un porteur de projet de rencontrer des organismes comme le vôtre. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir comme soutien? Ben, moi, je dirais, comme j'ai dit tantôt, en fait, tu sais, avec tous les membres de tous les secteurs qui sont là, ben, tu sais, puis Claire, tu sais, on l'a vécu ensemble, de savoir, tu sais, au niveau de la diversité, de qu'est-ce qui existe, parce que, tu sais, là, je parle pour le communautaire, là, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, je pense qu'on est tellement méconnus encore, les services du communautaire. Tu sais, la visibilité est plus difficile à avoir aussi. Bon, on a moins de sous, etc. Donc, en étant sur des tables de concertation comme ça, puis en travaillant avec des gens qui, mettons comme moi, qui connais, je sais pas, moi, tu sais, au moins 200-300 personnes, là, tu sais, au niveau des directions, puis même régionales aussi, ben, tu sais, je pense qu'on peut sauver beaucoup de temps, premièrement, puis aller chercher des détails et des informations qu'on n'aurait pas. Parce que, disons qu'à Granby, mettons, c'est ça, on a une trentaine, entre 30 et 50 organismes communautaires seulement. Là, je ne te parle pas des privés non plus, puis des gouvernementales et autres. Donc, tu sais, si tu veux faire le tour des OMH et puis des autres organismes d'hébergement, etc., il va falloir que tu fasses ça vite, là, tu sais, parler de téléphone avec tout le monde. Fait que je pense qu'en étant une table de concertation, on peut aussi, dans le fond, nous, on est là pour référer. Donc, tu sais, moi, j'écoute, je vais voir c'est quoi le besoin, vers quel projet tu veux aller. Suite à ça, ben, je peux te dire, OK, ben, à Granby, voici telle personne avec les coordonnées pour tel type de projet. Donc, c'est vraiment le fait d'accompagner. C'est sûr qu'après, quand le projet commence, nous, nécessairement, on ne travaille pas pour les étapes pas à pas, mais par contre, toujours là en référencement et pouvoir justement là, bien diriger. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, Karine, de qui sont les gens sur cette table de concertation-là? Je veux dire, quelle sorte de profil vous joignez sur la table de logement? Oui, je vois juste qu'il y a une question. Est-ce que je réponds tout de suite à la question? Ben, je ne sais pas si c'était pour moi, en fait. Là. On ne vous entend pas. Madame Ouellette, on ne vous entend pas. La joie du Zoom, hein? Micro, pas micro. Allô, Voilà. oui, non? Oui. Oui. Ben, en fait, c'était pas tant une question, comme peut-être apporter certaines informations suite à la question de Claire. Je me présente, Violaine Ouellette, je travaille pour la Caisse d'économie solidaire des Jardins. La majeure partie de notre portefeuille, en fait, à la Caisse, ce sont des projets d'habitation en logement communautaire, soit au SBL, soit en coopérative. Et dans ma vie d'avant, j'ai aussi travaillé pour le réseau des groupes de ressources techniques en habitation. Donc, c'est juste pour apporter peut-être ces éléments-là un peu plus techniques, là, justement, mais parce qu'on posait la question, ceux qui ont des projets, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est sûr que oui, il y a un défi au plan des programmes gouvernementaux et du financement, on en entend beaucoup parler actuellement, mais il reste qu'il y a quand même certaines avenues possibles encore à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut, c'est se mobiliser dans la région, donc c'est-à-dire dans la municipalité, si on veut. Donc, il peut y avoir un groupe, un organisme qui a un besoin, qui identifie un besoin pour développer du logement social. La première chose à faire, moi, je les dirigerais vers un groupe de ressources techniques. Donc, il y en a une 25 à peu près au Québec, un petit peu partout, qui peuvent très bien guider le groupe pour développer, pour avancer tranquillement son projet et voir un peu quelles sont les options en termes de financement, par exemple, en termes d'accompagnement. Le lien avec les municipalités, c'est extrêmement important. Souvent, nous, ce qu'on dit, il y a un projet quand il y a un terrain, hein, puis souvent, le terrain, ben, c'est avec la municipalité. Donc, les premières discussions aussi avec le GRT peut être inclus ou pas, mais c'est de parler à la municipalité, quand la municipalité aussi appuie le projet, reconnaît le besoin et peut-être est capable de mettre à disposition du groupe un terrain ou un immeuble qui éventuellement pourrait être transformé. C'est extrêmement aidant.
Donc, je sais que c'est un gros travail, là, démarrer et réussir à mener à bien les projets, mais il y en a quand même des possibilités actuellement. Donc, voilà. Merci, Mme Ouellette, c'est précieux comme information. Oui, C'est puis vrai c'est que vrai, c'est vrai que le GRT, c'est une super de belle porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour la construction. Là où là où les fédérations peuvent être complémentaires aussi, c'est l'atout de. Puis là encore, il y a des subtilités selon les fédérations, mais en Montérégie-Estrie, vous pouvez vous inscrire même si vous êtes un membre en développement. C'est-à-dire, votre projet est encore dans votre tête, vous n'avez pas votre bâtisse, vous n'avez pas de locataire, puis vous pouvez suivre des formations. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup. Les formations sur toutes sortes de sujets, de choses auxquelles vous n'avez pas pensé dans votre projet, parce que là, vous êtes probablement dans on veut avoir le terrain, on veut l'avoir construit. C'est vrai, il ne faut pas sauter nécessairement d'étapes, mais des fois, il faut engranger la réflexion sur d'autres choses plus tard. Les codes de vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Le cannabis a été légalisé. Est-ce que j'en veux dans mon immeuble? J'en veux pas. Est-ce que j'ai le droit de ne pas en vouloir? Comment je vais faire ça? Si vous êtes capable de vous former une petite équipe avec des intérêts différents et complémentaires, vous pouvez envoyer des gens qui ne s'occuperont pas du bâti, ne s'occuperont pas des subventions, vont s'occuper d'autres choses, puis vont pouvoir suivre ces formations-là. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. Et on peut vous jumeler avec des organismes similaires s'il y en a sur le terrain. Vous voulez innover, fait que c'est sûr que vous n'allez peut-être pas trouver là, tout à fait l'organisme qui fait ce que vous voulez faire, mais reste que vous allez pouvoir parler à des gens qui l'ont vécu, ce processus-là. Voilà. Merci, Martine. Pour finir, pour répondre à la question, en fait, Claire, que tu m'as posée au début, effectivement, je confirme que la GRT, nous, on travaille avec celle de Saint-Hyacinthe pour l'instant parce qu'on était en transition là, entre Montérégie et Estrie. Donc, on travaille beaucoup plus pour l'instant, mais effectivement, pour les projets qu'on a eus à Granby, région, la GRT est avec nous là, régulièrement. Elle est sur mon comité logement aussi, donc avec Sébastien Côté-Garant. Donc, on est en communication régulière avec lui. C'est vraiment une belle organisation pour de vrai. Sinon, ben, on a la ville de Granby, on a le CIUS, on a nos députés ici, nos conseillers municipaux, on a des députés fédérales, provinciales, on a les organismes communautaires, on a du parascolaire, du paramunicipal, on a, mon Dieu, on les a tous là. Donc, vraiment, c'est ce qui fait, on a la MRC aussi qui est avec nous justement là, présentement sur un projet dont je ne peux pas parler parce que c'est vraiment pas certain. Mais je pense que les gens se mobilisent de plus en plus parce qu'on réalise là, à quel point l'urgence des logements sociaux et communautaires, etc., là, est est alarmant. Donc voilà, fait que, on veut, puis c'est quand même des longs processus aussi là, de passer par ça là, pour finalement avoir. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Là, si je me trompe, peut-être avec les autres personnes. Nous, on a un projet à Granby, ça a pris une dizaine d'années. On parle de 50 logements. Fait que c'est sûr que on est en retard de 50 000 logements sociaux là, ici, là, au Québec, là, selon le FRAPRU. Fait que... Mais c'est ça. Donc, en travaillant comme ça là, avec autant de secteurs, ben, ça nous permet de plus facilement aller chercher des leviers puis du financement ou des connaissances autour d'une table. Puis comme nous, le comité logement, on est environ une vingtaine. Fait que, vingtaine, MRC, ville, CIUS, on a public, privé. Fait que, ça, c'est quand même assez aidant aussi. Là. Martine, est-ce que tu aurais des exemples concrets de logements sociaux dédiés aux femmes sur le territoire que couvre la FROM? Oui, absolument. En fait, il y a des logements, puis là, vous allez voir, je vais tricher, hein, je vais prendre ma petite feuille parce qu'on en a tellement que des fois, je me trompe dans leur nom. Mais il y en a autant à Montérégie qu'en Estrie, puis ça se divise en 3 groupes. Ça se divise, il y a des groupes davantage axés sur les jeunes mères. Par exemple, on parle de Villa Pierrot à Magog, qui fait ça. Il y a des groupes aussi à Montérégie qui en font. Il y a les groupes pour femmes en difficulté, c'est-à-dire difficultés là, de toutes sortes, de tout acabit, qui ne sont pas nécessairement du contexte de violence, et il y a de l'hébergement d'urgence ou temporaire pour la violence conjugale.
En Estrie, là, c'est 5 membres qu'on a chez nous. Puis, tu sais, je parle de ça, puis c'est des membres, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits, mais il y a heureusement un petit peu plus de ressources que ça quand même sur le territoire. Là, comme vous voyez, je fais exprès, puis je cherche ma feuille, puis je ne l'ai pas. Je m'étais fait des petits cartons pour vous parler. Puis... Il y a Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, hein, la maison d'Orimène Desjardins. Oui, à Saint-Jean. En fait, ce que je voulais vous nommer, c'est précisément ceux en Estrie. Il y a Entre elles et Transitions pour elles, à Granby, que Karine doit bien connaître. Oui, exact. Il y a la bouée régionale aussi du lac Mégantic en Estrie. Fait que des choses de bien. À Montérégie, il y a des maisons pour la violence pour deuxième étape. Puis on retrouve là, des maisons justement à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Hyacinthe, à Valleyfield, à La Prairie, à Châteauguay, à Chambly. Chambly, la maison Simone Monet-Chartrand, notamment, là, qui font des campagnes marketing intéressantes, un peu éclatées là, pour le financement. Il faut être imaginatif. Hein? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ce qui serait bien, c'est que ce soit interactif. Donc, je ne veux pas être la seule à poser des questions. Si vous en avez, on va les prendre avec grand plaisir à partir de maintenant. On a déjà 30 minutes de passé. On y va avec des mains levées, si vous êtes d'accord. Sinon, j'ai d'autres questions prêtes, mais j'aimerais bien vous entendre aussi. OK, on continue, ma petite Liliane, elle a la main levée. Ah, vas-y, Liliane, allez. Ben, je vais ouvrir un peu le champ des questions, là, puis peut-être ça n'a pas rapport, vous me le direz. Mais, ça a toujours rapport. Mais dans le fond, ce que le titre de cette rencontre-ci aujourd'hui m'inspirait, c'était une question d'ordre un peu plus politique, mais peut-être que vous avez des points de vue, j'aimerais ça les entendre. Comment amener davantage auprès des élus ou des instances le fait que le logement est un droit fondamental, parce que j'ai l'impression que c'est pas un droit qui est autant acquis que le droit que d'autres droits. Puis que c'est pas considéré toujours comme un droit fondamental, du moins c'est ce que je ressens parfois. Donc j'aimerais ça voir comment on peut amener ça comme un droit fondamental aux élus. Que je lance ça. Liliane, c'est intéressant de savoir qu'elle est à l'intérieur d'une ressource d'hébergement dédiée aux femmes avec enfants et que donc elle parle avec connaissance de cause. Moi, je te répondrais, Liliane, parce que justement, il n'y a pas longtemps, on a été voir notre député, voyons, excusez, puis aller, dans le fond, faire une mobilisation là, déjà là, en face de son bureau, donc à Granby, Monsieur Bonnardel. Puis, depuis 1 an, ça fait au moins 2-3 fois qu'on y va. Donc, il est bien gentil, il nous reçoit quand même. À chaque fois, c'est sur le même clou qu'on tape, donc les logements. Et à chaque fois, ce qu'il nous répond, c'est « on le sait tellement ». Et ce qu'on lui répond, c'est « mais encore ». Donc, tu sais, quels sont, tu sais, nous, à part aller faire des mobilisations puis aller porter ça à nos élus, tu sais, à un moment donné, on l'a les mailiers. Puis, tu sais, moi, je fais partie du réseau itinérance, du réseau Solidarité Itinérance Québec aussi. Donc, oui, on travaille en itinérance, mais tu sais, la question du logement, on va la défendre et on est directement en communication avec le MES, donc avec le ministère de l'Emploi Solidarité sociale. On amène toujours ça, puis on travaille avec le FRAPRU aussi. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, à petite échelle, des fois, on se demande, oui, qu'est-ce qu'on peut faire, mais tu sais, je pense que c'est surtout de se rassembler ensemble lors des mobilisations. Puis quand je dis mobilisation, c'est pas manifestation dans la rue avec des pancartes, là. Pas nécessairement, mais tu sais, des fois, c'est juste de faire des campagnes à certains moments, comme, bon, aujourd'hui, le droit des femmes, etc., avec de la visibilité sur nos médias sociaux. On a fait beaucoup de campagnes récemment là, avec certains regroupements pour dire, justement, il manque combien de logements. Puis là, on a tous envoyé des lettres là, aux députés, à nos élus et tout ça, puis ils en ont reçu entre 5 et 600.
à la Chambre là, à Ottawa. Donc, c'est sûr que quand ils en reçoivent 500 ou 600 qui sont acheminés à chacun, ils n'ont pas le choix d'arriver en chambre et de faire comme bon, mais maintenant, on a reçu 200, 300, 400 lettres chacun. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on en parle. Est-ce que ça va se régler? Je ne sais pas, mais fait que si on est constant dans notre dénonciation puis dans nos mobilisations, ben, le gouvernement Legault, là, il a pris du temps là, avant d'allumer puis d'admettre qu'il y a un problème, il y a une crise du logement. Ça y a pris 3 ans, je pense. Là, aujourd'hui, il fait comme ouais, OK, peut-être. À ce moment-là, nous, c'est comme là de dire, ben regarde, on est là, on est là, on est là, puis d'arriver souvent avec des chiffres. Ils aiment ça, des chiffres. Hein? Fait qu'on essaie de travailler avec des statistiques pour leur apprendre, pour leur montrer, puis d'arriver avec des recommandations. Pas juste chialer puis dire, ça va pas bien, mais nous, voici ce qu'on propose. Fait que comme ça montre une bonne volonté aussi, là, je pense. David? Quelque chose à ajouter, mais j'ai vu que David avait la main levée. Vas-y, Martine, ça serait une question pour la suite. D'accord. Bien, Liliane et Karine, moi, dans le fond, ce que j'ajouterais, c'est que c'est plate, mais en fait, c'est plate. C'est l'avantage d'un inconvénient, c'est un gouvernement très pratique, dans le sens que si tu arrives avec le droit fondamental au logement, c'est comme plus philosophique et théorique. Ça leur parle un peu moins. Donc, il faut que tu ailles chercher les médias, puis il faut chercher un angle qui leur parle. Par exemple, tu vises la croissance économique. Si tu n'as pas de logements sociaux, tu n'auras pas de dépanneur dans ta ville, le monde va s'en aller, ils vont chialer parce que le Tim Hortons est fermé, puis ton entreprise va se dévitaliser. Nous, c'est comme ça qu'on le joue. Bon, ça n'a pas eu des succès faramineux, mais on pense que justement que le gouvernement admette qu'une crise du logement, c'était beaucoup ça. C'est beaucoup parce que les gens ont commencé à le twister un peu sur un angle économique, un angle de santé aussi. Si tes logements sont tous insalubres, bien, tout le monde va faire de l'asthme. Puis si le monde fait de l'asthme, bien là, il va y avoir plus de monde encore dans les hôpitaux qui sont déjà engorgés. Puis, tu sais, fait qu'il faut le twister pour que ça parle leur langage. Puis ça, je parle de la CAQ, mais tous les gouvernements précédents, il a fallu essayer de se lier à ce qui était important pour eux, là, et ça sera comme ça pour les gouvernements futurs aussi, là, parler d'environnement, parler de toutes sortes de choses. C'est ce qu'on essaie de faire. Il faut y aller aussi avec, puis c'est exactement ce qu'on parle au niveau stratégique, là, nous aussi dans les comités, mais il faut y aller avec qu'est-ce qui est glamour présentement. Puis là, c'est dommage, là, mais c'est la violence faite aux femmes qui sort depuis 1 an au moins. Fait que là, ils veulent investir, puis ils veulent mettre des sous, puis on est extrêmement content qu'il y ait de l'investissement dans ce domaine-là. Mais ça fait qu'ils oublient le reste parce que là, qu'est-ce qui est glamour, c'est ça. La crise du logement, c'est pas du tout enough. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller d'avant, justement, ben parfait, la violence faite aux femmes. Là, il en faut des logements pour les sortir de là, pour les aider et tout ça. Donc, effectivement, au niveau économique, ben, ça coûte cher, utiliser des services. Donc, est-ce qu'on peut réussir à faire d'autres logements pour placer ces gens-là qui soient autonomes et qui puissent, après ça, contribuer à la société? On essaie d'y aller comme ça, c'est ça, hein? On fait ce qu'on peut pour leur faire plaisir, pour qu'ils nous fassent plaisir. Merci, Karine. Merci David? beaucoup. Hein. Oui, merci pour cette discussion qui est fascinante. Parce que j'aurais envie de vous entendre imaginer le futur. On est dans une crise, on est dans une crise de logement qui est de bord en bord. Je pense qu'aujourd'hui, on adresse la réalité des femmes. Je pense que c'est ultra important. Je pense qu'à travers le Québec, les municipalités de toutes les tailles, grandes villes, moyennes villes, il y a une crise du logement. Puis, tantôt, Karine, tu parlais de 50 000 logements qui manquent. On s'entend qu'on parle de demain, mais dans une génération, dans 2 générations, on est dans une démarche qui, malheureusement, on est tout le temps en train d'essayer de remplir les problèmes, mais on a de la difficulté à se projeter dans 2-3 générations. Si tout était possible, là, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer, en fait, pour arrêter cette crise-là, si tout était possible? Puis là, vous avez le droit de tout faire. Vous avez des exemples en tête, là. Est-ce que vous avez des inspirations dans le monde qui disent ça, là, dans 50 ans, on serait rendu là?
Je prends l'exemple de Vienne. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder un peu cet exemple-là, mais 60% des logements appartiennent à la ville et sont des logements sociaux. Bien, abordables sociaux, mais sociaux. Ouais. Il y a un point tel qu'il n'y a pas de spéculation parce que la propriété n'a même pas de sens dans ce monde-là parce que ben, les logements de la ville sont tellement confortables, la qualité de vie est super, le design. Il y a des blocs appartements de 11 000 logements, mais les familles sont au cœur du design. Je vous invite à aller regarder ça. Évidemment, je n'ai pas creusé à fond, mais fait que je le nomme. La question que je vous relance donc, c'est on est dans une génération. Qu'est-ce qui s'est passé pour régler le problème de la crise du logement, selon vous? Ben, je ne sais pas si M. Martin, il y avait une question avant ou si c'est en lien avec ce qu'on a dit avant ou si on s'exprime, mais... Daniel, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on dit maintenant? Juste peut-être, David introduit, moi, je voulais compléter, bien pas compléter, mais il me semble que dans le questionnement, il y a le fondement d'une dualité de réalité entre le côté urbain et le côté rural, et d'une migration de gens du rural vers les villes qui accentue ce volet. Est-ce qu'une partie de la solution ne serait pas à la source, donner les moyens aux gens de rester où ils demeurent plutôt que de se cacher dans la foule d'une municipalité qui est plus anonyme? Parce que moi, il me semble que les gens dans mon patelin qui n'ont pas eu le choix sont partis du patelin pour aller vers des milieux urbains. Et là, il y a comme un problème à la source. Est-ce que c'est une densification déguisée, puis des ruralités qui, avec cette migration de personnel, se fragilisent encore plus, puis là, on tombe dans le cercle vicieux. C'est l'angle que je voulais amener. Merci, Daniel. Est-ce que Joanie aimerait parler maintenant? Oui, bien, je voudrais parler un peu à M. Martin parce que moi, je suis agent de place aux jeunes au nord du lac Saint-Jean. Donc, on parle vraiment du milieu rural. Je peux parler du territoire sœur qui est à côté de moi. Et le taux d'inoccupation est totalement de 0 dans les appartements et dans les logements. Donc, ce n'est pas une problématique seulement qu'on peut dire en ville, urbaine. C'est une problématique qui touche l'ensemble du Québec présentement. Je ne peux pas énumérer les raisons pourquoi, mais on vit aussi depuis le début de la COVID, les agents de place aux jeunes qui sont connectés pourront le constater. On a une énorme migration de la ville vers les territoires plus ruraux. Donc, des territoires plus éloignés des grands centres. Donc, c'est vraiment une problématique qui touche l'ensemble du Québec, là. Je sais qu'il y a des solutions au niveau de la législation qui a été faite dans différentes municipalités à travers le Québec, comme par exemple en Gaspésie, il y a une municipalité qui a interdit les Airbnb pour augmenter le nombre de loyers. Donc, tu sais, il y a des solutions qui peuvent être aussi au niveau législatif qui se fait. Moi, je voulais voir vraiment sous l'angle du droit des femmes en tant que maman monoparentale aussi. Ça a été un défi dans un territoire où il y a 0% de trouver une maison où tu es capable d'avoir un chien. Donc, tu sais, on parle quand même d'une réalité. Mais je ne crois pas que c'est vraiment quelque chose d'urbain. S'il y a une migration, il y a un gros mouvement qui a été accéléré au niveau sociologique dû à la COVID. On parle quand même d'un mouvement. Il y a des sociologues qui indiquent que c'est un mouvement de population qui habituellement, on aurait vu en 7 ans, on l'a vu en 2 ans. Donc, tous les acteurs sont pris de court. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller là-dedans? Moi, je suis bien intéressée. J'ai trouvé ça intéressant, les solutions qui ont été apportées, les différentes stratégies au niveau politique. Mais j'ajouterais aussi que peut-être pour les territoires un peu plus éloignés, comme moi je vis, tu sais, Dolbeau-Mistassini, si tu veux y aller, c'est ta destination. Tu ne passes pas là par hasard. Bien, c'est aussi les gouvernements locaux qui font une grosse différence, les changements en législation en urbanisme, la valorisation. Donc, tu sais, moi, les porteurs de projets dans la problématique de logement, c'est ma MRC. Donc, tu sais, c'est pour vous dire que des fois,
c'est le fun de voir que c'est les gouvernements locaux qui ont le plus d'impact. C'était mon point. Merci, Oui, Joanie. Joanie a tout à fait raison. C'est ce qu'on voit aussi. Autant, M. Martin, vous devez être dans un territoire que c'est la campagne vers la ville, alors que peut-être le territoire voisin, c'est la ville à la campagne. Là. C'est des migrations extrêmes, mais qui vont vraiment dans les deux sens. C'est ce que nos chiffres nous disent aussi. Des manières d'être imaginatif, puis ça répond aussi un peu à la question de David. Mais moi, je suis quelqu'un quand même assez terre à terre, là, fait que même quand on me dit tu peux flyer dans tous les sens, l'innovation, je vous laisse ça aussi à vous autres. Il y a beaucoup l'histoire des mini-maisons sur les terrains qui peut être quelque chose de super intéressant, une manière de densifier qui n'est pas nécessairement rébarbative parce qu'on n'est pas dans... Tu sais, quand on parle de densification pour l'environnement, pour l'espace, les gens voient des petits blocs là, de 25 étages, des tours sur 25 étages, puis se disent, mon Dieu, c'est pas confortable, mon Dieu, il n'y a pas de cour. Il y a moyen de faire autrement. Il y a les sous-sols des maisons ancestrales aussi, que dans les campagnes, ça, c'est quelque chose qu'il y en a beaucoup, des personnes plus vieillissantes, parce que ça va être ça aussi, dans 1 ou 2 générations, ça va être des personnes plus vieillissantes. Fait qu'il faut que ces personnes-là soient ensemble, soient bien. Puis dans les OSBL, comme un peu dans les coopératives, ils se mobilisent. Puis avoir du pouvoir, ben, ça peut garder en santé aussi, là, d'être partie prenante de ce qui t'arrive, de prendre les décisions pour ce qui t'arrive. Donc, moi, je pense que c'est un peu là. Puis, ce serait ultimement qu'on arrête d'être le tout à la maison. Tu sais, il y a beaucoup de gens que, bon, si à 30 ans, tu n'as pas de maison, là, non, tu as raté ta vie. Tu es pauvre. Ça y est, ça ne marche pas. Tu sais. Puis, c'est un discours qui vient du Canada anglais beaucoup, des États-Unis, tu sais, qu'on se fait nous-mêmes, puis que la propriété, là, c'est vraiment un signe, sinon le signe de réussite, parce que, bon, les familles se sont défaites, ça fait quelques années, le divorce, fait que c'est plus le mariage nécessairement, c'est pas avoir des enfants, parce qu'avoir des enfants, c'est contre l'environnement, mais la propriété, elle, c'est rester. Donc, moi, mon souhait, ce serait vraiment plus qu'il y a autant de manières de vivre que d'individus, puis ça peut être un choix conscient, un choix politique. Oui, ça peut être un choix économique d'être en loyer, mais c'est pas... Il n'y a pas une gêne à avoir, puis il y a pas... C'est un modèle de pensée là, qu'il faut qu'il change, selon moi. Daniel, est-ce que tu as la main levée parce que tu veux poursuivre ou... OK. Alors, Liliane. Bon, j'y suis arrivée. J'avais envie de répondre à la question de David. Si on se permet de rêver, j'aurais envie d'un Québec où il y a une multiplicité de milieux de vie communs, d'entraide et de partage, où on a des espaces communs, où on peut faire garder des enfants, où les mères monoparentales peuvent faire garder des enfants par des personnes âgées, où on peut se partager des ressources en commun, où il y a de l'entraide, en fait. Là. Donc, si quelqu'un vit de l'itinérance cachée, peut trouver des ressources plus facilement. On se permet de rêver, là, mais des milieux de vie aussi qui sont verts, qui sont aménagés pour se sentir plus en sécurité. Puis où il y a de l'aide si on en a besoin, donc des personnes intervenantes présentes pour un soutien, pour offrir des ressources, des outils. Fait que moi, ça serait mon univers merveilleux. Ouais. Merci, Liliane. Violaine. Oui, ben d'abord, je suis bien d'accord avec ce que Liliane vient de dire. Puis pour essayer d'être positif un peu, on n'est pas rendu là, mais moi, j'en vois beaucoup passer, en tout cas chez nous, des projets de jeunes qui veulent effectivement, des jeunes et moins jeunes, mais qui souhaitent ce type de vivre ensemble. Donc, des modèles de cohabitat, du collectif, soit sur un terrain, soit à même un immeuble et tout ça. Mais il y a une soif pour ça.
Donc, on va voir ce type de projet-là se multiplier dans les prochaines années, ça, j'en suis convaincue. Puis aussi, même à une autre échelle, des promoteurs immobiliers, ils ont aussi à leur façon compris cette soif-là de la population parce que c'est beaucoup les projets aussi qui essaient de développer actuellement, d'être beaucoup plus des milieux de vie, des communautés. Évidemment, il y a différentes intensités là-dedans en termes de vie en communauté, on s'entend. L'autre élément que je voulais apporter, parce qu'on a parlé de Vienne, bon, comment on voyait les prochaines années, c'est pas un grand rêve, là, mais c'est une partie peut-être de la solution parce que oui, il manque des logements, là, monsieur Daniel, là, bon, ou la dame là, qui est à Dolbeau-Mistassini, il y a un moment donné, là, il n'y en a pas de logement. Tu sais, la crise n'est pas nécessairement une crise d'abordabilité, peut-être, là, je ne connais pas, mais il n'y en a juste pas. Dans d'autres endroits, c'est une question d'abordabilité. Montréal, pour ne pas la nommer, et pas seulement, que ce soit Sherbrooke, Québec, Gatineau, tout ça, il manque de logements, mais c'est beaucoup un problème d'abordabilité. Puis, ce qui est peut-être souhaitable, puis il y a plusieurs gens qui travaillent là-dessus aussi, c'est qu'il y ait de plus en plus de logements qui soient sortis du marché spéculatif. Et comme ça, tu les protèges pour toujours, de manière perpétuelle. Ils demeurent dans des organismes à but non lucratif. Donc, tu ne fais pas de rénoviction là-dedans, tu ne fais pas des flips dans ce temps-là. Tu sais, c'est pas parce que le but, ce n'est pas de revendre. Et les hausses de loyer peuvent être beaucoup plus normales, on va dire, là, avec des indexations qui sont normales. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un d'Interloge aujourd'hui, là, qui est un OBNL quand même important. Je pense qu'ils font, en fait, pas je pense, c'est pas mal ça, ils le font. Ils vont racheter, par exemple, des immeubles qui sont sur le marché privé à des loyers raisonnables, ils sont capables de l'acheter, mais après ça, il est protégé pour toujours. Donc, ça, on le voit moins. Vous avez peut-être vu la semaine passée, il y a un organisme qui s'appelle Solide, qui est une OBNL, membre chez nous. Je fais ma petite plug, membre chez nous. C'est une qui fait le financement. Mais il a fait l'acquisition de 329, c'est ça, 329 logements à Drummondville. Donc, c'est quand même majeur. On a rendez-vous avec eux justement là, pour voir sur un projet possible d'acheter justement le parc immobilier ici pour protéger. Là. C'est génial. Oui, super. On regarde ça. Oui, c'est une organisation très, très dynamique. C'est des entrepreneurs sociaux, on va dire ça. Là, ils sont très innovateurs. Donc, voilà. Il y a une solide prise de risque au début. Maintenant, ils ont un parc immobilier qui leur permet d'acheter. Mais au début, là, évidemment. Ah ben oui, c'est sûr que c'est des joueurs particuliers qui peuvent le faire. Il faut que tu aies une solidité en termes d'équité, évidemment. Ouais. Je vais me permettre de remercier Violaine de parler de nous. Là. Donc oui, je représente. Oui, c'est ça. Justement, on essaie de faire l'acquisition de bâtiments, là, dont le manoir La Fontaine en ce moment. Là. Donc, des projets parfois pas évidents qu'on ne peut pas. Les gens aussi s'imaginent que parce qu'on est des OBNL, on peut vraiment mettre les loyers très bas, mais des fois, les coûts d'acquisition sont tellement élevés que, en tout cas, on tente dans la mesure du possible au moins d'en faire bénéficier aux gens dans le long terme, donc de ne pas trop augmenter les loyers avec le temps. Mais oui, tu sais, les gens disent, oh, mais l'abordable, qu'est-ce que c'est l'abordable? Mais c'est pas évident, là. C'est ça. Des fois, on a la chance d'avoir des partenariats très forts, donc justement avec MAP qui est ici présent aussi autour de la table, là, mais c'est ça, là, des fois, on n'a pas c'est ça, des organismes qui viennent aussi renforcer ou nous assurer des loyers, etc. Là, donc, oui, c'est pas évident, là, même en tant qu'OBNL, c'est ça, de percer dans. Ça prend encore des fonds, ça prend aussi des fonds publics dans des cas comme ça. Oui, ben des possibilités de financement. Là, on a travaillé fort sur les montages financiers, là, que ce soit avec Desjardins, la FTQ, avec la SCHL, etc., là, mais avec des prêts sur 50 ans. Mais il y a encore des possibilités, mais c'est très difficile avec la pression du marché. Là. Puis, je vais quand même laisser la parole à ceux qui avaient levé leurs mains aussi, mais je tenais à remercier quand même notre mention. Ça fait plaisir. Moi, je vais prendre je pense que c'est à mon tour de toute façon, mais je vais devoir quitter dans 2-3 minutes.
Oh. Parce que j'ai une autre rencontre, justement, même en lien avec ça. Mais pour finir sur une note positive, oui, on le sait que ça va mal, mais je pense que c'est important de souligner le beau travail, justement, de Interloge, de Solide, ainsi que toutes les autres personnes qui travaillent d'arrache-pied, de passion, avec cœur, parce que c'est pas toujours facile, puis on travaille tellement fort, des fois, pour avoir un si petit résultat, mais chaque bataille gagnée est importante. Puis à Granby, en fait, là, ça va sortir au printemps, la construction. Donc, Holocene, qui est des logements, en fait, communautaires là, qui va être développé. Donc, ça va être des logements sociaux en haut et puis en bas, ça va être des organismes communautaires qui vont acheter le bail, qui vont se mettre ensemble pour faire une coop. Puis en fait, là, à même nos centres de jour, nos organismes communautaires, nos popotes roulantes, nos organismes comme ça très importants, dans le fond, vont être là-dedans. Et puis, ça marche tellement bien. C'est des gens avec une innovation exceptionnelle, avec un sens du vouloir faire avancer les choses et innover, sont déjà, puis ça, je pense que c'est un secret, fait qu'on le garde pour nous, là, mais sont déjà en train de préparer un deuxième, puis le premier, il n'est pas encore construit. Fait que, je pense que c'est important d'être conscient que ça ne va pas bien, mais de garder en tête que on a une belle génération de gens qui, consciemment, qui réalisent tout ça et de la belle volonté aussi là, de la société là, de vouloir faire porter des projets, puis il y en a certains d'entre vous, puis c'est pour ça qu'on est là, en fait, là, des porteurs de projets qui, avec passion, veulent continuer à se battre pour faire valoir, en fait, nos droits. Fait que félicitations à tout le monde pour vos beaux travaux, parce qu'on ne se le fait pas dire assez souvent, puis c'est très difficile. Fait que ça m'a fait plaisir, puis Claire, ben, en fait, là, comme je lui avais dit, si jamais il y a des questions pour nous, vous allez mettre dans le chat, David, aussi, là, nos coordonnées. Alors, si vous avez des interrogations, vous voulez avoir des informations, là, gênez-vous pas, là, je suis disponible. Un gros merci, Karine. Merci on va beaucoup. se reparler très bientôt. Oui, semaine ou deux. Parfait, bye bye. Continue toi aussi ton beau travail qui est fort utile. Merci, salut. Salut. Si je peux me permettre, personnellement, de rêver, David, de mon côté, le projet qui s'inspire de Mères avec pouvoir se veut une sorte de communauté qui permettrait à des femmes qui ont besoin de rêver leur vie puis d'en tirer un projet de vie socio-professionnelle, études ou démarrage d'entreprise ou autre, ou rachat d'entreprise, mais aussi avec la vision que ces logements-là seront tournants et permettront à des femmes de passer un temps puis de sortir de là par la suite et d'être capables d'assumer un logement qui coûterait un peu plus cher et de laisser la place à d'autres. Donc, on travaillera aussi en amont d'un moins grand besoin peut-être éventuellement de logements sociaux et plutôt de communautés de partage. Parce que Liliane parlait de communauté, d'entraide et tout ça. On parle de densification. Ce sont des choses qui s'ajoutent à l'innovation. On est rendu à 1 heure. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient poursuivre cette discussion-là? Moi, je suis disponible encore un petit moment. Martine, je crois que tu me dis que tu étais encore un petit peu disponible. Est-ce qu'il y en a qui auraient toujours des questions ou bien on arrive avec la fin? Sinon, j'ai vu dans le clavardage là, beaucoup de messages défiler de gens qui devaient quitter et ou qui nous demandent est-ce que ces liens-là vont être disponibles par courriel plutôt que copier le clavardage. Je pense que David, oui. Hein? Oui, donc en fait, il y a eu plein d'informations qui ont été partagées aujourd'hui. On va aller récupérer ces informations-là pour essayer d'en faire un billet de blog qui va résumer la discussion, qui va être partagé. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais sinon, déjà à court terme, on va partager la vidéo d'ici 2 semaines sur la vidéothèque des Forces fraîches. Puis je pense qu'on va mettre les liens dans le corps du texte de la vidéothèque. Je vais repasser la parole à Claire, mais ce que je propose, c'est déjà de clore la version officielle et de laisser la page disponible pour poursuivre les discussions. Mais à tous et toutes, surtout à toutes et tous qui ont participé à cette rencontre, je vous remercie. On vous remercie au nom des Forces fraîches d'y avoir participé.
On vous invite à suivre, si ce n'est pas déjà fait, l'infolettre ou le groupe Facebook d'intelligence collective des Forces fraîches. Nous, l'intention, je rappelle, des Forces fraîches, c'est de soutenir l'émergence de porteurs de projets. Je sens que la crise du logement dans la réalité du droit à l'accès au logement pour les femmes en est un. Je lance à Claire, je vais la laisser l'idée cette réflexion-là, mais je tiens à dire que s'il y a un intérêt pour travailler en intelligence collective, pour voir quels sont les bloquants qui peuvent favoriser l'émergence de porteurs de projets en logement social pour femmes, les Forces fraîches seraient très disponibles en fait à y participer ou à créer des espaces pour poursuivre ces échanges-là, si c'est pertinent, si c'est utile. Donc, Claire, je te repasse la parole. Merci à toutes. Merci, David. Donc, est-ce que